On va démarrer. Ah ben c'est bien, c'est très bien. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je vais dire quelques mots très rapides. D'abord évidemment pour saluer au nom de l'Institut Maïmonide Alain Ouest de Malacal la venue à Montpellier de M. Michael Darmon, qui est journaliste, écrivain, qui a fait les beaux jours de TF1, de France 2, de iTélé, Sud Radio, Europe 1, et qui depuis quelques années officie sur la chaîne israélienne I24 News. Il nous fait le grand honneur d'animer une de nos conférences, succédant ainsi à Eli Barnavi et Mohamed Ali Amir Moezi, et précédant de quelques jours la venue de M. Georges Bensoussan, qui sera là lundi prochain. Si, c'est pour vous dire que vous êtes bien encadré. Bien sous pression. Et on est très heureux d'avoir un final de programmation pour l'Institut de ce niveau. Je voudrais également saluer notre amie Perla Danan, qui est la présidente de la section régionale du CRIF, qui est avec l'Institut le co-organisateur de cette manifestation et qui participera avec notre directeur, M. Michael Yankou, à l'animation de cette soirée. Et je voudrais surtout dire un petit mot sur le thème de la soirée, analyse politique, notamment à la suite des dernières élections présidentielles françaises. Nous sommes effectivement en plein milieu des élections législatives. Le deuxième tour a lieu dimanche prochain. Et il n'est évidemment pas question de donner la moindre consigne de vote, ni même d'énoncer une quelconque préférence positive ou négative. Notre souci, et donc deux intervieweurs y veilleront, je pense, c'est d'aborder avec un certain recul, je dirais presque du surplomb, la présentation des différentes forces politiques françaises en statique, en dynamique. Le choix de la date est uniquement lié aux disponibilités de notre conférencier et pas du tout au calendrier électoral. Voilà, c'est dit. Je voulais aussi saluer la présence de notre ami Charles Sultan, qui représente Monsieur le maire, Monsieur Michael Delafosse, notre vice-président, M. Roger Torchman, qui est également présent, et puis je vais donner tout de suite la parole à M. Michael Yankou, qui a la charge de vous présenter plus en détail notre invité, Michael Darmon. Bonne soirée à tous et merci. Merci cher monsieur Elgui. Je crois que le micro ne marche pas. Si. Merci cher monsieur Elgui pour ces mots d'ouverture. Effectivement, peut-être le professeur Sultan intervient au nom de Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole. J'aimerais beaucoup, oui, s'il est d'accord. Je crois qu'il sait parler en public. Il est professeur émérite à l'université, à la faculté de médecine de Montpellier. C'est l'un des plus célèbres universitaires de la cité. Merci. Vous mettez aussi la pression. Donc, au nom de Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole, je suis très heureux de vous accueillir, monsieur Darmon, dans cette ville de Montpellier, dont les historiens qui vous entourent sauraient mieux que moi vous vanter ou vous démontrer le rôle que la ville a joué dans l'histoire du pays, mais également et surtout pour ce qui nous concerne en tant que professeur de médecine, dans l'histoire de la faculté de médecine et dans celle des Juifs de la région. Vous avez des experts mondialement reconnus, et donc il se serait plus à même de le faire que... Alors, confidentiellement, je regarde... Ça ne sort pas d'ici, donc... Non, ça ne sort pas d'ici. Michael Delafosse et le cabinet a insisté pour que je sois présent. Pourtant, nous avons des journées... de surcroît, je suis le maire adjoint à la santé. C'est dire que nos charges sont loin d'être négligeables, et a fortiori au moment où nous mettons en place le contrat local de santé, qui est une véritable plateforme de promotion de la santé. Donc Michael a tenu à ce que je vienne le représenter, ce que j'ai fait
aussi confidentiellement, avec un immense plaisir. D'abord parce que je suis citoyen montpelliérain, je suis très respectueux du travail d'historien qu'ont réalisé, je l'ai dit publiquement, je le redirai jusqu'à la fin de ma vie, les deux professeurs Yankou, que le travail de Perla est remarquable dans la défense de la communauté, et il est reconnu avec force par le maire et le président de la communauté, elle le sait. Elle le sait parce que le maire de Montpellier, non, je suis sérieux, le maire de Montpellier, qui est professeur d'histoire, accorde je dirais, un intérêt et un respect incommensurable à l'histoire du judaïsme. Ça, je crois que vous ne pourrez pas le contester. Et il manifeste une très grande bienveillance à l'égard de la communauté juive et de l'histoire du peuple juif. Et je dirais ce qui, au fond, me convient le plus et le mieux, c'est un ardent défenseur de la lutte contre l'antisémitisme. Je peux témoigner aujourd'hui, et vous le savez, puisque vous êtes présents à toutes les manifestations officielles, de mémoire, de cérémonie, d'ouverture, jamais Michael Delafosse n'oublie de rappeler l'impérieuse nécessité de lutter contre ce monstre rampant qu'est l'antisémitisme. Et récemment encore, de façon très subtile, il s'est levé contre la collusion, et vous me comprendrez aisément, entre certains hommes politiques et les représentants officiels de l'antisémitisme anglais. Je pense avec une légèreté insoutenable. Et donc, il a tenu à ce que j'intervienne très modestement, je ne suis pas un spécialiste d'histoire, il a tenu à vous souhaiter la bienvenue, car nous sommes heureux, très sincèrement, de vous accueillir. Et je dirais, à titre personnel, une grande partie de mon combat hors médecine s'est engagé dans la défense du judaïsme. Juste un exemple que Perla ne sait pas. En 80, j'étais mandaté par le professeur Schwartz, qui était un grand professeur de mathématiques, prix Fields des mathématiques de l'Institut Pasteur, et je suis allé, mandaté par cette association, rencontrer des réfugiés pour leur apporter un certain nombre de documents, de textes, de documents informatiques. Ce qui m'a valu, à mon arrivée à Moscou, bien que je sois inséré dans un groupe de voyage, ce qui m'a fallu d'être fouillé à nu. Donc, à l'évidence, non, ne souriez pas, vous, Michael, c'était très humiliant pour moi, car à l'évidence, les services russes étaient informés de mon déplacement, mais il n'en reste pas moins que j'ai rencontré à Leningrad et à Moscou des réfugiés et que j'avais remis à Daniel Mitterrand à l'époque, qui coordonnait cette lutte pour la défense des réfugiés. Donc, vous voyez, mon combat ne date pas d'aujourd'hui, et je suis très heureux, à titre personnel, de vous écouter et de vous entendre nous parler de car les questions sont multiples. Réserver du temps à l'échange. Oui, c'est vrai. Merci, Monsieur Darmon, et merci à mes amis de l'Institut, du CRIF, qui font un travail remarquable que je respecte. Je l'ai dit à Monsieur Abdi, à l'autre Charles, puisqu'il y en a deux dans la communauté. Je lui ai dit, et il mérite notre admiration. Parce que mobiliser une communauté aussi importante par le nombre et aussi indifférente, et je le dis avec l'emphase de mon âge, aussi indifférente à la problématique juive, c'est quasiment une gageure. Et donc voilà pourquoi je les remercie.
vraiment, très sincèrement, je les félicite, les remercie, et je serai toujours à leur côté si le maire de Montpellier m'accorde sa confiance, ou le président de la métropole, ce qui, a priori, ne pose pas de grosses difficultés. Merci infiniment, bienvenue dans cette ville où le judaïsme est une lumière qui nous éclaire et où l'antisémitisme perdure, réapparaît dans tous les milieux, y compris dans le milieu de la faculté de médecine. Je vous citerai quelques exemples qui vous montrent que le monstre n'est pas mort. Et la faculté de médecine au plus haut niveau, c'est-à-dire parmi je poserai la question à ce moment-là. Professeurs de médecine. Donc c'est vous dire qu'il y a la réalité, un problème d'une réalité un peu outrancière. Merci beaucoup, Charles. Merci. Merci, cher monsieur le professeur, cher ami, pour vos bons mots. Merci pour ce message, professeur d'histoire, maire et président de la métropole, Michael Delafosse. Vous avez précisé, à l'endroit de Michael Darmon, la longue présence, la longue mémoire juive à Montpellier, qui était appelée au Moyen-Âge Ira, la ville de la montagne, Ira Kodesh, la ville sainte, Har-Garash, la montagne de l'agitation. Mais oui, si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit à des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe entre le XIIe et le XIVe siècle. C'est ainsi que l'ADN de Montpellier s'est matérialisé et nous sommes heureux aujourd'hui effectivement de retrouver ces cénacles de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants. On va s'exprimer non point en grec ancien, en latin ou en hébreu, mais effectivement, c'est ce que nous essayons de faire depuis une vingtaine d'années, c'est ce que je disais tout à l'heure à Michael dans le tramway. On essaie de retrouver un petit peu cet esprit qui soufflait à Montpellier. Les Juifs ont été dépositaires d'une science extraordinaire. Nous l'avons démontré de manière lumineuse avec notre ami et désormais vice-président de l'Institut Roger Torgman pour cette publication Midi Libre. Et nous continuerons effectivement de mettre en lumière cette longue histoire, cette longue présence. Les Juifs à Montpellier, c'est une petite communauté, mais elle est très dynamique. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de présidents d'associations aussi, et nous essayons effectivement de poursuivre notre mission, vulgariser le savoir, dépassionner les débats par une analyse la plus exhaustive possible. Et c'est pour cela que j'ai souhaité inviter Michael Darmon à Montpellier. J'ai eu le bonheur de l'entendre pendant des années sévir sur les ondes de TF1, de France 2, de nombreux médias, et je vais le présenter tout à l'heure sans le mettre mal à l'aise. Et quand je l'ai écouté une nouvelle fois effectivement à Toulouse pour le 10e anniversaire des attentats de Toulouse et Montauban, j'ai été le voir, je me dis voilà, on aimerait beaucoup vous avoir à Montpellier, on a beaucoup d'estime pour vous et ça serait une belle occasion si vous pouviez intervenir. Il a répondu favorablement et le beau printemps maïmonidien, dont les grandes lignes ont été présentées par Charles Laguier tout à l'heure, avec Boris Cyrulnik, Elie Barnavi, Georges Bensoussan, Leïla Sebar, se poursuit avec le grand journaliste Michael Darmon. Alors effectivement, je vais vous présenter brièvement son parcours, puis ensuite il interviendra pour une 10-15 minutes environ, et puis ensuite avec Perla, qui est présidente du CRIF régional et présidente de Radio Aviva, nous le questionnerons sur de nombreux sujets, puis ensuite vous pourrez effectivement vous aussi intervenir. Alors c'est un habitué des plateaux télé, sa fine analyse est recherchée, il questionne à l'accoutumée, et aujourd'hui avec Perla on va essayer de s'acquitter au mieux de cette tâche, c'est nous qui tiendrons le micro pour lui poser des questions. Il tentera d'analyser notamment la situation politique française suite aux dernières élections présidentielles, on est dans l'entre-deux-tours des législatives. Son parcours, il est né en 62 en Israël, à Rehovot, il a été chef du service politique d'Europe 1, présentateur de l'émission politique Le Grand Rendez-vous. Il a été à TF1, à France 2, il est aujourd'hui éditorialiste pour la chaîne i24 News, i24 News et BFM TV. Il intervient régulièrement sur RTL dans l'émission On refait le monde, il est auteur d'une dizaine d'essais politiques. Son dernier titre paru, Les secrets d'un règne, en 2021 aux éditions L'Archipel. Il a participé à l'écriture de scénarios pour le cinéma et la télévision, et on pense à La Conquête, Les Hommes de l'Ombre, mais il a également tourné pour des séries politiques à succès, Baron Noir, Les Hommes de l'Ombre, Speakerine ou encore, effectivement, Marseille. Voilà, c'est donc une personnalité médiatique que nous recevons aujourd'hui à Montpellier avec l'Institut Le CRIF et Radio Aviva. Je lui cède tout de suite le micro
puis ensuite, voilà, Perla, effectivement, va introduire Michael, puis ensuite, nous le questionnerons et vous pourrez intervenir. Michael Darmon, d'abord, bienvenue à Montpellier, c'est un plaisir. Bonsoir. Alors, vous êtes souvent surnommé Monsieur Élysée, c'est pas un scoop. Donc, tant vous connaissez bien les rouages du pouvoir en France, quels qu'en soient d'ailleurs les tenants du pouvoir. Et donc, c'est extrêmement intéressant que dans cette première introduction que vous allez faire, vous puissiez nous donner des grilles d'analyse et de compréhension globale de la situation, bien sûr, et tout le monde l'a dit, sans entrer dans le débat électoraliste, bien entendu, et on aimerait savoir si on est en train d'assister à une mutation, on verra ça au cours des questions-réponses. Donc je voudrais dire que la salle va pouvoir poser des questions tout au long de cet entretien. Michael Darmon avait envie que ça soit bien interactif, donc affûtez vos crayons. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ces présentations et merci d'être là. Je sais que c'est pas facile par cette température, donc vous avez bravé la canicule, donc je vous remercie et ça me touche d'autant plus que je suis, en quelques mots avant d'entrer vraiment dans le sujet, je suis très touché d'être ce soir dans une ville comme Montpellier, dans cette communauté. Parce que justement, vous avez évoqué tout à l'heure deux choses, hein, Michael. Alors d'abord, en plus, il n'y a que des Michael ici, donc c'est plutôt intéressant. Donc je me dis finalement, je ne suis pas si mal tombé. Mais surtout, vous avez évoqué deux approches. J'avais dit, premièrement, notre démarche est de dépassionner et de faire connaître les savoirs et de dépassionner les questions les plus difficiles. Et puis vous avez évoqué ce creuset justement d'échange entre les cultures, les différentes cultures, entre le judaïsme, entre l'islam, entre la chrétienté. Et je dois dire que le souvenir que j'ai le plus fort, le plus prégnant de mes mercredis et dimanches sans grâce matinée au Talmud Torah, c'était toujours les questions, les sujets dans notre histoire sur ce qu'on appelle ce fameux rapide âge d'or d'Espagne, d'Andalousie, où effectivement cette cohabitation, cette coexistence, cette capacité de pouvoir justement faire passer les idées, les ponts, les personnalités, les cultures entre ces trois religions était présentée comme une période un peu hors du temps, un peu idyllique. Alors, dans mon souvenir d'enfant, c'était présenté de manière effectivement idyllique. On sait que maintenant ça l'était un peu moins, mais il n'en reste pas moins que ça m'a fortement marqué. Et ça m'a ensuite, je dirais, toujours marqué dans cette volonté d'aller chercher un peu justement ce qui pouvait faire le lien et l'union entre des sphères, des milieux qui a priori n'avaient pas de point commun au départ. Et j'ai trouvé que ça, je me suis aperçu avec les années que c'est au fond aussi un des tenants qui m'a poussé vers le journalisme. Et ce métier au fond que je considère, puisqu'à l'époque d'aucuns me prêtaient un avenir dans le monde du judaïsme religieux. Bon, j'étais beaucoup déçu, mais au fond, en devenant journaliste, quelque part, je dis souvent que c'est un peu comme un rabat raté, quoi. C'est-à-dire que c'est au fond, on est dans une démarche où on est quand même à lire entre les lignes, à interpréter, à essayer de comprendre ce qui est moins visible quand on dit, voilà, que l'invisible est essentiel pour les yeux et que l'essentiel est invisible aux yeux. Donc quelque part, on essaye de comprendre un petit peu cette démarche. Et l'autre aspect des choses, l'autre aspect de ces valeurs qui m'ont ensuite porté, c'était aussi justement, et ça fait écho aux précautions que vous avez bien voulu mettre en avant l'égard au calendrier que l'on traverse aujourd'hui, hein, bien sûr, entre plein de périodes électorales, parce que ça vient correspondre parfaitement. Je crois qu'il n'y a absolument aucune crainte à avoir, parce que durant toutes mes parcours, dans toutes les, comme on dit dans le jargon, dans le métier, dans toutes les grandes histoires, les histoires que j'ai traversées ou les actualités que j'ai pu couvrir, il y a toujours eu un principe qui m'a guidé et qui se résume à être ni militant ni complaisant. C'est-à-dire que je regarde les choses et au fond ça rejoint
toute proportion gardée, le travail que vous faites quand vous êtes un universitaire, quand vous êtes un historien, quand vous regardez de manière scientifique des faits passionnés, quand vous regardez de manière sereine et froide des faits, des démarches et des séquences passionnelles. Et il se trouve que ça m'a beaucoup servi parce que j'ai quand même juste passé mon temps à être dans des endroits où il fallait sans arrêt essayer de garder la tête froide alors que tout le monde était en fusion autour de moi. Donc ça a commencé par couvrir la première intifada en 1987, donc le premier soulèvement palestinien qui effectivement a été extrêmement tendu et compliqué. J'étais à l'époque pour une chaîne donc, française sur le terrain, pour TF1, et c'est vrai que le matin, je devais aller avec mon équipe dans un village, une implantation, une colonie, vous choisirez le terme, où j'entendais les pires choses sur les populations palestiniennes et arabes, et 2 heures plus tard, j'étais au cœur de la Casbah de l'Hébron, de Naplouse, et j'entendais les pires choses sur les Israéliens, et au fond, moi, je ne devais pas broncher parce que je devais faire mon métier. Et quand on fait ce métier, eh bien, on ne parle pas uniquement des choses qui nous plaisent, on ne voit pas uniquement les choses qu'on voudrait voir et qu'on aimerait voir, on voit ce qui est, on apprend à regarder, à ouvrir vraiment les yeux et à tendre un miroir, et autant que faire se peut, honnêtement, au grand public qui voudrait comprendre ce qui se passe. Donc c'est ensuite ce qui m'a toujours guidé, comme après, en arrivant en France, mes responsables avaient compris que j'avais l'habitude de terrain un peu conflictuel, ils m'ont demandé de couvrir l'actualité du Front National. Donc là aussi, je me suis retrouvé dans des situations au début compliquées, ou en tout cas pour moi d'ailleurs qui étaient plutôt assez simples, puisque j'ai immédiatement dit qui j'étais, d'où je venais, j'ai rien caché à personne. Je me souviens d'une conversation à l'époque avec Jean-Marie Le Pen et son équipe, et je lui ai dit écoutez voilà, moi je vais pas me cacher, on était en 1995, en pleine période plein de conflits et polémiques sur l'arrivée aux municipalités dans le sud de la France, à Toulon, Orange-Marignane, de maire Front National. Il y avait des polémiques concernant, des controverses concernant la prestation d'artistes dans ces cités. Et à un moment donné, quand j'étais un peu pris à partie, ils ont tenté de me tester sur à la fois mon nom, mon origine et d'autres chanteurs également d'origine juive. Je leur ai dit écoutez, moi c'est très simple, hein, moi je ne vais pas me cacher, je suis juif, j'ai vécu en Israël, mais je suis journaliste, je ne suis pas militant, je viendrai vous chercher toujours sur le journalisme. On aura des ennuis, vous ne serez pas content, mais vous reviendrez toujours parce que vous avez toujours besoin de la presse aussi. Donc à partir de là, les choses étaient cadrées, et ça m'a vraiment donné le sentiment que quels que soient après les personnages, et les situations, les actualités que je devais couvrir, à partir du moment où on sait d'où l'on parle, à partir du moment où on n'en cache pas d'où l'on parle, alors le dialogue, même avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, et aussi au fond peut exister. Les positions ne seront pas forcément rapprochées, ou les points de vue resteront peut-être toujours divergents, mais au moins le dialogue est possible. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de venir en cette période-là, de manière d'abord calendaire, et puis de manière plus générale, on va en parler, dans une ville comme Montpellier, dans ce centre qui est du nom donc, de Maïmonide, dont voilà, je connais un peu aussi l'histoire et l'action, la puissance de son patrimoine, le fait qu'il soit aussi effectivement médecin, le fait qu'il ait aussi apporté énormément à la réflexion, qu'il ait été aussi cet homme de passerelle, critiqué pour ça, au sein même du judaïsme souvent, mais qui, je trouve, est à lui seul une leçon permanente que peut-être ces temps-ci on oublie de part et d'autre. Et je trouve pour moi très symbolique et très important au fond de conclure cette année électorale avec vous, parce que je trouve que c'est un symbole très très fort. Quelques mots juste pour présenter également la situation dans laquelle on est en ce moment. Bien sûr, vous le savez tous, vous le vivez tous, on est en train de conclure une année électorale, on a vécu une année présidentielle qui a fait, une élection présidentielle qui a fait émerger et cristalliser ce qui était déjà, je dirais, en travail, en sous-main
depuis déjà de quelques années, et durant d'ailleurs tout ce quinquennat, qui a été hors norme à bien des égards, parce qu'il a fait vraiment maintenant apparaître une société qui est politiquement organisée en 3 blocs. En trois blocs maintenant extrêmement distincts, et à partir de dimanche prochain, ils seront même officiellement organisés comme tels au sein de la prochaine Assemblée nationale, qui sera très différente, peut-être la plus différente de celle qu'on a bien vécue depuis longtemps. Donc vous avez aujourd'hui donc le bloc central, on va commencer par lui, représenté donc par le courant donc, du président de la République, qu'il a instauré avec son mouvement créé en 2016, La République en marche, dont le propos était et le but était de venir progressivement phagocyter, engloutir la droite et la gauche du gouvernement, dont il avait compris, je pense que c'est quand même, s'il a eu une vision peut-être en 10 ans, c'était celle-là, d'avoir compris avant tout le monde que ces partis de gouvernement allaient s'effondrer. Et lui a fait en sorte de pouvoir à la fois être le réceptacle de cet effondrement et également un élément accélérateur, on pourra y revenir, en fracturant systématiquement la droite pour pouvoir être réélu, après avoir fracturé la gauche pour avoir été élu. Donc on a ce bloc, ce parti central qui se veut être un peu la création du premier parti démocrate à la française, un peu à l'ensemble à l'instar de ce qu'on peut connaître aux États-Unis. Je suis assez certain de cette intention, parce qu'il se trouve que j'avais une conversation avec Emmanuel Macron en 2017, 2 jours avant qu'il rentre à l'Élysée. Par le hasard d'un agenda, je l'ai rencontré dans un restaurant, et avec son épouse, il sortait d'une télévision, comme on fait entre les 2 tours. On a parlé une vingtaine de minutes. 2 jours plus tard, il serait président de la République, ça faisait aucun doute, il avait gagné. Et il me dit à un moment donné, au détour d'une réponse, il me dit de toute façon, à la fin, il n'y aura que Le Pen et moi. Et en une phrase, en fait, il m'a donné la trajectoire politique de son quinquennat et la trajectoire politique de son projet. Je n'ai eu de cesse ensuite de vérifier durant les 5 années du mandat à quel point il avait dit ce qu'il pensait et qu'il mettait en œuvre absolument systématiquement ce projet qui consistait à fracturer la droite, à récupérer une partie de la droite modérée et à faire en sorte que les autres l'autre partie de la droite soit récupérée entre guillemets par le ex-FN et RN maintenant, de Marine Le Pen, avec justement ce risque principal, mais c'est quelqu'un qui adore le risque, c'est un joueur au sens existentiel du terme, Emmanuel Macron, avec ce risque que l'on voit avéré d'ailleurs aujourd'hui, de placer les partis que l'on considère comme extrêmes en situation d'alternance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans la logique de créer ou de recréer, ou de créer en France ce qui est la matrice que l'on connaît aux États-Unis entre les républicains et les démocrates, peu ou prou la droite et la gauche, pour faire très vite, dans les grandes masses, eh bien effectivement le risque c'est que s'il y a de l'alternance, eh bien elle échoue au parti d'en face. Or, à quoi a-t-on assisté? Je reviens au 2e bloc émergent de cette présidentielle. À quoi a-t-on assisté? On a assisté à une Marine Le Pen qui a obtenu 42% au 2e tour de l'élection présidentielle. On assiste à un score, un ancrage aux élections législatives du RN qui explose et qui dépasse complètement les zones traditionnelles du RN, qui devient maintenant un parti ancré de manière de plus en plus fort dans des régions dans lesquelles il n'avait pas l'habitude d'être présent. On comprend, d'après les projections, on verra bien à la fin, dans quelques jours, mais selon les projections établies, il y aurait entre 20 et 30, peut-être 40 députés RN qui rentreraient à l'Assemblée nationale dimanche prochain. Ce qui veut dire que cela correspond à un tournant historique. Parce que la dernière fois que c'était arrivé en 1986 avec François Mitterrand, mais parce qu'il avait instauré le scrutin de l'élection proportionnelle. Là, ça voudrait dire qu'il y aurait une quarantaine de députés RN, ce qui n'est pas
très fort comme score, mais qui est quand même éminemment symbolique, parce qu'ils vont être élus, très certainement, au scrutin majoritaire à 2 tours. Ça veut dire que l'élection qui jusqu'à présent bloquait de manière institutionnelle, politique et sociopolitique l'avancée du RN, aujourd'hui est totalement contournée, apprivoisée et récupérée par le RN de Marine Le Pen, et avec les 42% à l'élection présidentielle et l'ancrage puissant qui va résulter de ces élections législatives, eh bien on a là un bloc important qu'il faudra continuer à regarder tout au long du quinquennat qui arrive, peut-être beaucoup plus que celui qui va maintenant aussi, qui fait l'actualité, c'est-à-dire la fameuse NUPES, vous choisirez, qui est au fond une mise en enseigne et je dirais en emballage commun du total gauche que la gauche faisait en 2017. Il n'y a pas de progression, je dirais, très importante en termes de voix. Il y a une progression en dynamique politique, mais quand vous prenez le total gauche de 2017 et le total gauche de ce qui a été obtenu dimanche soir dernier, eh bien c'est pratiquement le même score. Simplement, l'organisation partisane qui a été faite sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon correspond à un profond désir, et là on y reviendra, de l'électorat, mais pas uniquement pour des raisons mécaniques, parce que ça correspond aussi à des mutations de la société qui sont maintenant en route et qui sont maintenant extrêmement exprimées. Ça c'est pour la situation française. Cette situation française, elle s'enchasse dans une situation internationale. Je vais juste en lire quelques mots et après effectivement je pense qu'on passera aux diverses questions. Elle s'enchasse dans un contexte international qui est celui du XXIe siècle et qui pour l'instant correspond à un principe qu'un grand professeur d'histoire m'avait enseigné il y a quelque temps. Il m'avait dit, au fond, un siècle donne sa signature dans les 20 premières années. Dans les 20 premières années d'un siècle, on a les grands événements qui déterminent la manière dont ça va se passer et durant ce siècle. Alors là, qu'est-ce que l'on voit? On est maintenant dans la deuxième décennie donc, du XXIe siècle. On est dans les années 20 de ce XXIe siècle. On voit qu'effectivement, on est dans des changements de paradigme absolument bouleversants. La pandémie que l'on a vécue et qui s'estompe au fond a joué son rôle historique de changement d'époque, comme toutes les grandes pandémies ont fait changer les époques. La Renaissance vient au terme d'une grande peste. En Chine, vous avez des périodes entières qui ont changé parce qu'il y a eu aussi des pandémies. Donc elle a joué ce rôle-là et elle a installé et accéléré des mutations qui déjà étaient en germe, mais qui avaient, pour des tas de raisons, ne s'installaient pas. Imaginez-vous, il y a eu des centaines de colloques, d'articles et de controverses sur l'installation du télétravail en France. Depuis 10 ans. Ça a pris 15 jours. 15 jours, en 15 jours, tout le monde est passé au télétravail. À cause d'une situation provoquée par un nano-organisme. Et je ne vous fais pas l'article sur le reste, vous avez vécu tous ce que l'on a vécu, donc on va gagner du temps. Donc on voit bien à quel point on est dans une mutation totale d'époque. Ça c'était ce qu'on a vécu vis-à-vis du Covid. Ensuite, ça a accéléré quoi? Ça a accéléré l'affrontement des deux grands blocs entre les États-Unis et la Chine, qui est l'affrontement qui est en train de générer l'ensemble maintenant de la vie internationale, même ce que l'on vit avec le conflit en Ukraine et déclenché par la Russie, en est une déclinaison. On est dans cette période-là, effectivement, où on revient à une logique de bloc organisé par des leaders qui assument de plus en plus le fait de ne pas être démocrate, de ne pas mettre la démocratie en avant, de considérer qu'un régime illibéral, comme on dit aujourd'hui, autoritaire, réorganisé sur un roman national fort, avec des sous-tendus par les penseurs du pays qui viennent revitaliser le roman national, adossé à un pouvoir autoritaire, organisé sur des ressources naturelles,
eh bien, ça vous change toute l'approche mondiale. C'est la raison pour laquelle ce sont les pays d'Asie centrale aujourd'hui qui sont les pays déterminants, qui sont les démocratures pétrolières, qui sont aujourd'hui les pays déterminants dans le reste des équilibres mondiaux. C'est la raison pour laquelle l'affrontement Chine-États-Unis décline son onde de choc à travers tous les espaces de la planète. Et un espace qui nous intéresse bien évidemment et dont on voit à la fois une mutation et puissante pour dire à quel point c'est la période des codes qui sont bouleversés. J'en arrive sur le territoire du Proche-Orient et du Moyen-Orient, où là, à la fois l'affrontement au sein même de l'islam, avec la guerre entre les chiites et les sunnites, entre donc les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Iran, reste absolument déterminant et a même provoqué ce que l'on n'imaginait pas pouvoir voir, c'est-à-dire des reconnaissances diplomatiques, des accords de paix avec Israël dans la région et des pays qui étaient élevés traditionnellement, philosophiquement, dans la haine d'Israël et dans le projet de voir ce pays disparaître. Aujourd'hui, Dubaï est une ville israélienne, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais quand vous irez, vous serez surpris et estomaqué de voir à quel point l'imbrication de la relation avec Israël est visible, puissante, partout. Et même, moi j'ai appris cette année, il y a eu même des offices de Kippour qui ont été faits à Dubaï. Il y a des mariages qui s'organisent à Dubaï maintenant, des mariages juifs. C'est pareil avec le Maroc. La chaîne sur laquelle je travaille, A24, a ouvert récemment 2 bureaux à Rabat et à Casablanca dans la foulée de la reconnaissance du Maroc et d'Israël. Dans quelques jours, vraisemblablement, tel que j'ai pu encore l'entendre hier soir, de manière un peu confidentielle, vraisemblablement on entre dans la période dans laquelle l'Arabie Saoudite va reconnaître officiellement l'État d'Israël et mettre au jour des relations qui existent déjà depuis très longtemps, on pourra y revenir. Donc on voit bien que toute la période dans laquelle on vit, quel que soit l'endroit où on aille, quelle que soit la direction que l'on regarde, est une période de mutation totale, de nouveaux logiciels, de nouvelles manières de fonctionner, et bien évidemment tout ça avec la grande enseigne et la grande menace qui est, je dirais, l'urgence climatique, qui là aussi change des comportements, crée une génération que l'on appelle la génération de l'éco-anxiété, celle des jeunes, dont on peut comprendre et lire aussi certains comportements par cette inquiétude permanente et cette difficulté de se projeter dans un avenir tout simplement existentiel sur la planète. Et c'est la raison pour laquelle la période que l'on vit est évidemment passionnante, elle est aussi terrifiante, et c'est pour ça que plus que jamais, il faut rester la tête froide, être maïmonidien, être montpellierien et essayer de justement, comme vous disiez, Michael, de dépassionner les choses passionnelles. Voilà, je vais terminer. Merci, merci beaucoup. Je suis ouvert à vos questions. Michael Darmon, merci pour effectivement ce panorama. Alors, une première question sur ces mutations. Les mutations, on les voit au niveau politique, vous l'avez vu, au niveau international, bien sûr. Ce sont des mutations qu'on ne pouvait même pas envisager il y a 5 ans. Et est-ce qu'on peut dire qu'on a une mutation sociétale où chacun s'affranchit des courants d'idées traditionnelles, de l'histoire, qui est prédestinée à avoir des rapports ou pas de rapports avec tel ou tel pays? On est dans un franchissement de barrières. Un franchissement de barrières, de façon très pragmatique, ok, ça nous sert maintenant d'avoir un lien avec tel ou tel parti, ou de s'acoquiner entre partis d'extrême droite, par exemple. Ça a été presque une primaire entre les extrêmes droites zemmouriennes et le péniste. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on s'affranchit de tout contrôle, entre guillemets? En tout cas, on s'affranchit très clairement des grandes organisations qui diffusaient l'autorité et diffusaient la manière dont les cadres sociaux, dont les cadres sociétaux allaient s'organiser, c'est-à-dire des grands partis politiques qui ont
voilà, organisé la vie sociale, qui ont organisé la vie politique, qui ont organisé la cité depuis très longtemps, et en ce qui nous concerne, depuis voilà, la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la manière dont justement la France s'est réorganisée, l'Europe s'est organisée pour pouvoir éviter à nouveau la guerre. Sauf que c'est un grand parti politique qui était au fond des héritiers de la guerre froide, avec chacun sa vision du monde. Voilà, d'un côté les communistes, d'un côté les capitalistes, eh bien, n'ont pas tenu, n'ont pas résisté à ce qui a commencé à se fendre littéralement avec la chute du mur de Berlin en 1989. Et à partir de là, ça a été un long délitement, une longue évolution, qui fait que, bien sûr, dans la fin des deux blocs, plus cette mondialisation générée par l'économie, et le fait que justement la planète devait devenir un terrain de jeu, et pour tout le monde, hein, et bien, à la fois pour les entreprises, à la fois pour les individus, et bien à partir de là, oui, il a été difficile d'être dans une logique de dire on reconnaît telle ou telle autorité. Et puis il y a eu le retour de bâton. Parce qu'au fur et à mesure que, passé la première période, je vais vite hein, dans les grandes séquences, mais ça fait appel à tout ce qu'on a connu ces dernières décennies, passé la première euphorie, passé la première génération de l'enfant, des enfants de la mondialisation, dont Emmanuel Macron est issu. Ouais. C'est-à-dire que pour pouvoir aussi comprendre, et souvent je me suis, à travers j'ai eu l'occasion d'écrire 3 livres durant le quinquennat, sur le quinquennat et sur Emmanuel Macron, et à un moment donné, je me suis posé la question, mais quel est son ressort quand on voit le en même temps, quand on voit sa capacité de dire bleu un jour, noir un autre, et d'être d'un virevoltant, d'être un transformiste, comme certains l'accusent d'être, lorsqu'ils veulent vraiment le pointer. Et au fond, je me suis dit, mais en discutant avec des spécialistes, je me suis dit, mais c'est un enfant de la première mondialisation, celle qui nous a élevés, celle qui nous a appris à comprendre, à dire, mais vous allez pouvoir aller partout dans le monde, vous allez pouvoir faire plusieurs métiers. Souvenez-vous de Michel Rocard, qui avait dit à un moment donné, il va falloir maintenant penser à la formation continue, parce qu'une vie, une carrière, c'est terminé. Parce que le chômage, le plein emploi ne reviendra jamais. C'est pas si longtemps. C'est pas si... Non, mais en termes d'histoire du monde, c'est voilà, hier. En termes d'histoire des mentalités, c'est il y a 10 minutes. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, le président qui arrive à l'Élysée en 2017, qui a 39 ans, qui vient dans les conditions que l'on connaît, hein, dont on se souvient, eh bien, il est cet enfant de la mondialisation. Il veut tout faire. Il est tout de suite. Et c'est pour ça que, quelque part, il est dans une logique voilà, vibrionnante, où on a le sentiment qu'on ne peut pas le suivre, qu'on ne peut pas le comprendre, qu'il va à toute vitesse, il a compris avant tout le monde. Et c'est, au fond, c'est pour ça qu'il s'est heurté immédiatement aux Gilets jaunes, et qu'il s'est heurté immédiatement à cette verticalité. Moi, je l'avais appelé au début, mon premier livre, je l'avais appelé, c'était le candidat 2.0, et il était devenu le président 1 point c'est tout. C'est-à-dire qu'à peine élu, on le voit faire descendre l'autorité de manière verticale, on le voit trancher la tête d'un chef d'état-major, on le voit faire de la gestion autoritaire, alors qu'en réalité, tout le monde pensait la crise sanitaire a arrêté cela, mais c'est les Gilets jaunes qui l'ont arrêté tout de suite. Ouais. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a une volonté, je dirais, d'aujourd'hui de se replier, et les travaux de Jérôme Fourquet, dans son dernier livre notamment, La France sous nos yeux, qui raconte comment les Français s'organisent dans des micro-communautés, avec des exemples absolument incroyables. Sûrement dans la région, vous manipulez ce genre d'objet, moi un peu moins, mais il a eu un chapitre, par exemple, sur le boom du barbecue, qui peut étonner lorsqu'on lit Jérôme Fourquet, qui est politologue, mais dont la démonstration était absolument implacable, parce qu'il associait au boom de la piscine, qui s'est apparemment beaucoup démocratisé dans le fait d'avoir une piscine chez soi, et que barbecue plus piscine, eh bien c'était une France qui se refermait et qui créait sa propre communauté et son propre monde. Et ça va, c'est corollaire avec l'abstention, c'est corollaire avec la mise à distance des autorités, des institutions publiques, et c'est corollaire avec le fait qu'au fond, on considère que les politiques ne peuvent plus contribuer à mon bonheur.
parce qu'ils ont échoué, alternance après alternance, entre la droite et la gauche, à réduire le chômage, à réduire les inégalités, à régler le problème des valeurs, et tout ce qu'on a vu. Un échec dans ce que chacun attend, dit-on, et du coup, pas de patience par rapport à des courants politiques, le fait de sédimenter un certain nombre de décisions, on veut les choses tout de suite, il y a une mutation de perception comme ça de la vitesse de décision des politiques. Nous vivons à la vitesse de la lumière, nous tous. En ce moment-là, au moment où l'on parle, on peut à la fois vous parler, réserver un billet d'avion pour l'étranger, on peut à la fois envoyer une photo. On vit dans le monde de l'instantanéité que nous avons tous adopté. On s'est beaucoup posé la question sur le système des chaînes d'information continue, la rapidité qu'elle induisait. Mais en réalité, c'est l'inverse qu'il faut voir. C'est parce que la rapidité existe que les chaînes d'info continue ont pu émerger. Et non pas parce qu'elles ont émergé qu'elles ont instauré la rapidité. Et la rapidité étant le mail, que nous avons tous adopté. C'est une constante avec laquelle il va falloir composer. Michael, je voulais poser une question. Oui. Effectivement, cher Michael, tu parlais à l'instant d'Emmanuel Macron, qui a été réélu dans un contexte particulier, mouvements sociaux, Covid. Comment peut-on expliquer sa réélection? Pourquoi a-t-il réussi là où Nicolas Sarkozy et François Hollande ont échoué? Je rappelle qu'effectivement, les deux courants historiques, de la droite et la gauche, sont très très faibles. Et puis après, j'aurais une autre question sur la pérennité du mouvement d'Emmanuel Macron, dont il ne sera plus président de la République. Il a pu être réélu parce qu'effectivement, il a compris que l'offre politique qu'il avait détruite dès 2017 n'avait pas réussi à se reconstituer. Et que, de ce point de vue-là, ce qu'il m'avait dit en 2017 s'est avéré. À la fin, il n'y aura que Le Pen et moi. Donc quand il me dit cette phrase, il ne me parle pas de la fin de l'élection de 2017, puisqu'il va être élu, il est élu. Donc en fait, il me parle de l'avenir. Il me dit déjà, dans 5 ans, il n'y aura que Le Pen et moi. Et le travail qui a été fait, l'identification par Emmanuel Macron de la fracturation de la droite comme étant le seul carburant pour sa réélection, est un travail dont j'ai eu le témoignage qui a commencé dès 2017. Dès 2017, il demande à Christian Estrosi, qui ne souhaite pas rentrer au gouvernement à cette époque-là, pour des raisons qui sont les siennes, il lui demande d'organiser un mouvement de villes, de grandes villes, qui pourront venir constituer la Macronie, la droite pro-Macron d'en bas, au moment où ça sera important, c'est-à-dire pour les élections locales. Et le travail qui a commencé en 2017 par Christian Estrosi, qui c'était à l'époque un mouvement qui réunissait les villes, je ne sais plus comment il s'appelait exactement, mais tellement. Et en fait, a servi à ce qu'on a vu pour les élections régionales. Ça a été un travail extrêmement précis, permanent, constant, qui a fait en sorte que les barons de la droite du Sud, qui était le bastion de la droite française, et en l'occurrence un bastion sarkozyste, est devenu un bastion macroniste. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un travail qui a été la résultante d'une analyse en amont et d'un travail constant qui a été mis en place dès le début. Le en même temps, pour moi, ça a toujours été un paravent. La véritable démarche, elle était de fracturer la droite, d'envoyer des messages à droite, au centre droit, de manière à pouvoir avoir ce résultat électoral. Et la gauche, il savait très bien qu'elle viendrait ou pas quand il en aurait besoin. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque dans l'élection présidentielle, le barrage républicain a encore un peu fonctionné, moins qu'avant, mais il a fonctionné. Alors j'aimerais que, sans être devin, sans être prophète, tu nous dises quelques mots sur peut-être la pérennité du mouvement d'Emmanuel Macron quand il ne sera plus au pouvoir. Et entre la France et Israël, on a vu qu'Ariel Sharon avait monté le parti Kadima, qui avait fait beaucoup de mal à la droite et à la gauche. A-t-il véritablement bien survécu à sa disparition? Et puis, te questionner sur l'extrême droite. Tu as travaillé sur le Front National, sur l'institutionnalisation du populisme dans la classe politique française, de manière plus large.
en Europe et dans le monde. On en a parlé avec Elie Barnavi. On a souvent dit que Marine Le Pen avait atteint son plafond de verre, qu'elle n'a pas percé. Est-ce que tu penses que dans des lendemains plus ou moins proches, on peut avoir l'extrême droite qui arrive au pouvoir? Alors, deux choses. Pour la pérennité, la question sur la pérennité, et je mettrai, pardon, mais la comparaison, je dirais pas sur le terrain, la comparaison avec la situation politique israélienne qui est tellement singulière et tellement particulière. J'ai compris dans la démarche de quelqu'un qui... Voilà, un parti centriste par rapport à la gauche et à la droite traditionnelle. Oui, mais là, on a l'habitude de dire, et on le voit d'ailleurs encore, parce que c'est ce qu'on voit pendant ces élections-là, le macronisme, c'est Macron, c'est personne d'autre. Tout comme pendant un temps, le gaullisme, c'était De Gaulle. Mais De Gaulle avait ce qu'on appelait les barons, et il avait fait en sorte qu'il y ait ensuite un système qui perdure, et en tout cas une organisation politique organisée sur ces valeurs qui perdure après lui. Là, la grande difficulté, et c'est pour ça que certains qui en veulent Emmanuel Macron ou qui considèrent qu'il n'est pas, au fond, inscrit dans l'histoire politique, même s'il a quand même démontré et démenti cette critique en étant réélu de manière inédite. Là, la différence avec Emmanuel Macron, c'est que effectivement, la République En Marche, c'est un sort de géant national, mais c'est un nain local. Il n'y a pas d'implantation. Les députés, durant les 5 ans qui viennent de s'écouler, ont eu beaucoup de mal à exister, à créer un lien avec leur territoire. Pendant un temps, au début d'ailleurs, ils ont dû apprendre ce métier. Ils ont dû écrire pour la première fois le métier de député non cumul. Sans cumul avec une collectivité, alors que jusqu'à présent c'était tellement simple, on était député maire et on était ancré localement et ensuite on existait nationalement. Là, ces députés qui sont arrivés parfois dans des considérations extrêmement idéalistes, on va révolutionner la politique, enfin ils étaient dans une logique un peu apologétique, un peu, voilà, je dirais, portés par la victoire de leur leader charismatique. Ils ont pensé qu'ils allaient changer toute la politique, ils ne voulaient même pas voir, pour certains, les citoyens sur le terrain, leurs électeurs, en disant je ne vais pas tomber dans la connivence, je ne vais pas recevoir. Donc, beaucoup l'ont expliqué, leur dit, vous savez, c'est un métier aussi, il faut recevoir les gens, les électeurs, il y a les permanences à tenir, il y a des questions extrêmement prosaïques à régler. On ne va pas venir sans arrêt vous parler des grandes idées de la démocratie, hein, quand vous serez en permanence dans vos circonscriptions. Donc, ce travail-là n'a pas été fait. Emmanuel Macron ne s'y est pas intéressé. Ça, j'ai eu plusieurs témoignages dès le début de son mandat sur son désintérêt vis-à-vis de cette formation qu'il avait créée et qui a été essentiellement un outil de conquête du pouvoir et je dirais ensuite, de technique de gouvernance, le fameux « en même temps », mais qui, ce « en même temps », il masquait en fait, ce qu'un jour Gabriel Attal m'a confié, il m'a dit en fait, on a changé d'électorat en cours de mandat. On a été élu par le centre-droit, le centre-gauche, et on est devenu centre-droit. Donc, et ça a été dit avec une telle candeur, d'aucuns diraient un tel cynisme. Mais j'ai trouvé, j'étais éberlué, j'ai dit, mais oui, bien évidemment, et il me le dit. Voilà. Donc, ça montre à quel point il y a eu un changement dans la politique, je dirais, dans la manière de pouvoir permettre à des personnalités de pouvoir émerger dans la classe politique. On le voit encore avec le gouvernement, on l'a vu avec des députés, une assemblée paritaire, strictement paritaire. Ça, c'était très nouveau, avec beaucoup de femmes dans beaucoup de postes, mais pas encore assez par rapport à ce qu'il faudrait. Mais on voit bien que la difficulté sera l'après. Alors maintenant, l'après. On rentre dans la période, en quelques mots, on rentre dans la période, là maintenant, inédite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Un président réélu, ça veut dire qu'il ne se représente pas. Ça veut dire qu'en fait, formellement, l'après-Macron a commencé aujourd'hui. Parce qu'il ne se représente pas. Donc, il va y avoir, plus on va avancer dans le quinquennat, plus son autorité va s'édulcorer, parce que ceux qui prétendent le remplacer, récupérer le coffre-fort électoral, le carburant des électeurs, ce fameux courant central, eh bien, ils sont déjà en train de regarder comment ils vont le faire. Tout le monde regarde, évidemment, et surveille Édouard Philippe.
dont on pense qu'il est celui qui pourra récupérer tout cela. Maintenant, la petite expérience politique que je commence à rassembler me fait dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois. Alors, dans 5 ans, personne ne peut dire ici qui est président de la République à la place d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant comme nouveauté politique, c'est que cette fois-ci, ça n'agira pas de déloger quelqu'un, mais de remplacer quelqu'un qui s'en va. Donc, vous allez avoir un appel d'air politique totalement inédit et nouveau. Avec l'expérience d'un président comme Emmanuel Macron qui aura été à la tête 10 ans dans le pays et qui aura forcément généré des mutations, des ambitions et des gens qui se disent bah, 38 ans, pourquoi pas moi, puisqu'il a bien fait. Donc on ne sait pas ce qui va se passer de ce point de vue-là. Il y aura vraisemblablement pas mal de tensions. On peut compter sur l'orgueil d'Emmanuel Macron pour essayer de démontrer qui est le patron jusqu'à la fin. On verra comment, si c'est une dissolution, si c'est d'autres, des remaniements à non plus finir, mais en tout cas il y aura une volonté de dire je suis patron jusqu'au bout, mais de toute façon, inéluctablement, on ira vers une élection où là ce ne sera pas Emmanuel Macron dans 5 ans. Donc ça arrive aussi à la question que vous posiez après, sur Marine Le Pen. Je commencerai cette réponse en vous faisant remarquer une chose. Donald Trump a été élu après 2 mandats d'Obama. Donc, si d'aucuns pensaient que c'était là, en 2022, que Marine Le Pen pouvait être élue, sur le plan de son implantation et sur le plan politologique et de son essor, c'était pas encore la bonne foi pour elle. En revanche, elle termine à 42%. Elle a échoué. Alors, comme l'a dit très cruellement Éric Zemmour le soir du 2e tour, c'est la 8e fois que le nom Le Pen échoue. Et une fois de plus, parce qu'il a quand même, on va lui reconnaître quand même ce talent, c'est de pointer les problématiques. Après, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a défini toute l'équation, effectivement, de Marine Le Pen. La question se pose, et on verra la réponse dans quelques années, la question se pose, savoir si c'est pas le nom de Le Pen qui est métabloquant, et non pas les idées. C'est-à-dire que si ce sont les idées du RN portées par quelqu'un qui ne s'appelle pas Le Pen, la tentative avec Éric Zemmour, on l'a vu, a été lancée, elle a échoué pour des milliers de raisons, elle devait échouer. Mais je parle d'un parti structuré, ancré, puissant électoralement, comme l'est le RN. Les idées du RN, si elles ne sont pas portées par Marine Le Pen, ben c'est ça qui n'a pas encore été essayé à l'élection présidentielle. Et c'est certainement ça qui sera essayé dans 5 ans, si tant est qu'elle ne devait pas encore en profiter. Mais c'est l'enjeu. Donc la question, oui, elle est devenue totalement, entre guillemets, et grâce, entre guillemets, aussi à Éric Zemmour, qui lui a permis un recentrage total. Ça lui a permis d'être modéré. Oui, d'être modéré et d'assumer le fait que parfois elle est. Oui. Donc sur certains sujets, elle a fait le même. Je ne compare pas évidemment les 2 personnages, mais l'idée, si l'objectif est d'aller à l'Élysée, en 1993, Jacques Chirac réunit son parti et lui annonce qu'il va voter Maastricht. Ouais. Le RPR était furieusement anti-européen. Ils sont devenus, ils sont tombés de l'armoire, les chaises se sont renversées. 2 ans plus tard, il était à l'Élysée. Marine Le Pen a abandonné l'idée de sortir de l'euro. Elle a compris que si elle voulait parler notamment à la partie des retraités en France, pour lesquels l'euro, l'épargne, toute cette histoire monétaire importe, il fallait qu'elle change de discours. Elle a fait. Résultat des courses, elle obtient 42%. Elle va passer vraisemblablement une trentaine de députés. Elle sort de sa zone territoriale habituelle et l'ancrage continue. Moi, je considère que s'il y a une vigilance à avoir, ça n'est pas de regarder Jean-Luc Mélenchon, qui au fond fait son travail de Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, qui peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon, déjà, soit à Matignon et un jour à l'Élysée. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt, je dirais, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution, et ça répond aussi partiellement à la question de l'installation, l'avancée du populisme en France, qui est la 3e voie qui est venue cristalliser l'échec
des grands partis politiques et des couches de la société, des Français qui se disent vous avez échoué, droite et gauche, même parfois d'ailleurs vous échouez ensemble et en étant en connivence, et donc à partir de là on va vers une autre voie, et c'est un mouvement planétaire. Oui, alors avant de redonner la parole à Perla, est-ce que le clivage gauche-droite veut dire encore quelque chose aujourd'hui? En France, on a l'impression, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, que c'est le peuple contre les élites. Oui, dans le clivage droite-gauche aujourd'hui, dans l'organisation actuelle je dirais, de la vie politique française, et du panorama que je veux dresser sur les 3 blocs, n'existe plus aujourd'hui. La social-démocratie qui a été celle qui a gouverné lorsque la gauche arrivait au pouvoir n'est plus une offre politique à date aujourd'hui. Je doute qu'elle puisse renaître de cette manière-là, telle que l'on l'a connue, pour devenir une offre politique crédible pour pouvoir reprendre le gouvernement. Pourquoi? Parce que la mue n'a pas été faite vers, et elle se fait en ce moment, et vous êtes dans une ville où les actions de votre maire l'attestent, elle se fait aussi sur l'écologie. On est maintenant sur une démocratie écologique, sur une sociale écologie. On voit bien les termes qui sont en train de tourner dans la tête de ceux qui pensaient d'ailleurs justement déjà marquer leur empreinte durant cette élection face à l'organisation en cartel électoral de la NUP, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas du côté de la social-démocratie. En revanche, c'est du côté des écologistes et de Jean-Luc Mélenchon, porté par la jeunesse, qui incarne cela. Pourquoi? Parce que, à mon sens, cette jeunesse dont je décrivais tout à l'heure, son angoisse existentielle, qui a compris que effectivement ce qui est en train de se préparer sur le plan du climat est quelque chose qui change nos vies, encore aujourd'hui, tous les jours, qui va faire que l'extrême va devenir la norme, ce qui quand même, sur le plan intellectuel, est quelque chose de très, très bouleversant. L'extrême va devenir la norme. Ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas été habitué à envisager, mais c'est ce qu'il faut maintenant regarder. De ce point de vue-là, cette jeunesse, elle s'est retrouvée dans ce personnage qui a produit une action qui est très importante dans la société. Ça répond aussi à tout à l'heure votre remarque sur les mutations profondes. Il fait ce qu'on appelle des retournements de paradigme. Le retournement de paradigme est une démarche sociologique qui consiste à faire de ce que l'on considère comme étant une faiblesse un étendard. C'est-à-dire, j'ai été opprimé, au lieu de raser les murs et de me comporter en victime, je suis fier du fait d'avoir été opprimé. Et donc, l'oppression que j'ai vécue devient l'étendard de mon identité. Et là, vous avez déjà la traduction de tout ce que l'on voit avec la manière de relire l'histoire à travers l'esclavagisme, à travers le wokisme. Le wokisme qui, en toute petite parenthèse, vient des campus américains, mais qui est une théorie française. Aux États-Unis, on l'appelle la French Theory, parce qu'elle a été portée et installée par Jacques Derrida, par Foucault et par d'autres philosophes qui ont posé la déconstruction. Et cette déconstruction qui a été ignorée en France, c'est devenu je dirais, un fer de lance intellectuel dans les campus américains. Ça a donné la woke culture qui a traversé l'Atlantique. On dit que ça vient des États-Unis, mais aux États-Unis, je peux vous dire que la woke, la cancel culture, on l'appelle la French Theory. Alors, si on combine justement cette déconstruction, ce retournement de paradigme que vous évoquez, le fait que les valeurs finalement qui sont derrière tel ou tel mouvement politique passent en arrière-plan par rapport à je veux ceci ou je veux cela, on a un risque énorme d'aller vers un populisme. Au niveau des dirigeants, je parle. Hein, avec, on a quelques députés. Est-ce que les députés, par exemple, qui vont être élus, ceux qui vont être ensemble, ça va être des faire-valoir, des porte-voix d'une politique ou des gens qui vont rapporter un contexte de terrain pour travailler la législation ou les évolutions de la France? Ils vont incarner des mutations qui sont, dont on disait, qu'elles sont très structurantes par rapport à l'évolution de la société française. D'abord,
une fois de plus, le rapport de la transition, qui est plus qu'une transition, mais plutôt une urgence liée au climat et à la manière de préserver la planète et les ressources naturelles. De ce point de vue-là, ils vont jouer ce rôle d'aiguillon. Ensuite, en ce qui concerne la manière effectivement, qu'on appelle le populisme, mais qui peut, je dirais, rencontrer de plus en plus d'audience quand on se situe sur un segment populaire et vers la droite, ça va dépendre de la façon dont le parti, si on parle de l'organisation à l'Assemblée, dont le parti LR va être capable de pouvoir reconstituer une offre. Or là, c'est pas encore gagné non plus. Donc de ce point de vue-là, la logique des 3 blocs que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un bloc populiste, national-populiste, un bloc écologiste de gauche et un bloc central, eh bien, ce seront ces blocs-là qui vont imprimer leur logique. Alors après, on verra quels seront les mouvements de société qui vont émerger de cela lorsque il y aura une tentative et une volonté, on verra, de faire non seulement les réformes, mais de se confronter à la réalité. Parce que la réalité, telle qu'on va devoir l'affronter à la rentrée, elle est, peut-être qu'elle produira la fin de la révolte et du populisme. Mais elle va être très difficile à affronter parce que, encore un des principaux responsables au sommet de l'État me le disait il y a quelques jours, ce que l'on ne dit pas aux Français, c'est que l'état des finances publiques est totalement en dessous du niveau de la mer, qu'il est extrêmement dégradé, que la crise économique qui arrive, corollaire à ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire une pénurie alimentaire, une pénurie de matières premières et des mécaniques inflationnistes qui vont avec, ne sont pas prêtes de s'estomper. Que le pouvoir d'achat va continuer à être un problème. Donc de ce point de vue-là, je n'entends à ce stade ni d'un côté ni de l'autre, puisque l'affrontement de cet entre-deux tours est entre les 2 blocs NUP et Ensemble, je n'entends ni d'un côté ni de l'autre un discours de réalité qui dit aux Français de manière lucide et mature, il va falloir se préparer à des temps très difficiles. Or pour l'instant, on est dans le temps des promesses, d'un côté comme de l'autre. Mais subrepticement, vous avez un ministre ou quelqu'un qui dit « Oui, bien sûr, on assume le fait qu'on va revenir dans les 3% de Maastricht. On est à 115% de déficit. » Vous imaginez ce que ça signifie. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas encore la réalité du programme politique de ce quinquennat. Et ça, on le saura dans quelques semaines. C'est là qu'on verra comment la société y réagit, effectivement. Charles Révely voudrait vous poser une question. Oui, à propos de ce clivage gauche-droite et à propos de cette évolution des grandes structures de la pensée politique et de la vie politique française, on s'attache beaucoup à faire l'analyse à partir des résultats électoraux. Et donc, effectivement, sur les présidentielles, on voit 3 blocs. Et on a l'impression que la gauche du gouvernement a disparu, puisque c'est la gauche radicale qui est à la tête de ce 3e pôle. Et je me demande s'il n'y a pas une petite faiblesse d'analyse là-dedans, parce que structurellement, je pense que la gauche du gouvernement existe encore dans la vie politique française. Elle n'est pas incarnée. Il y a un problème d'incarnation. Le problème de l'incarnation, dans la vie politique, ça joue un rôle essentiel, déterminant. Et donc, quand on a effectivement une gauche de gouvernement représentée par une candidate qui a un charisme, on va dire, qui est moyen, ça a du mal à survivre, de même que la droite n'avait pas un candidat à la hauteur. Donc, je ne crois pas qu'il faille enterrer le cadavre à la renverse. Vous savez, comme BHL disait, il pronostiquait la mort du PS en 2007, en 2012, Hollande a gagné. Bon. Aujourd'hui, effectivement, cette gauche du gouvernement est très mal en point, mais rien ne dit que dans les années qui viennent, il n'y ait pas quelqu'un qui puisse ressortir du placard le thème global qui, lui, correspond à un courant de la vie politique française fort et qui a peut-être été un petit peu phagocyté par Macron en 2017,
mais dont je pense qu'il n'a pas perdu toute logique et toute pertinence dans l'analyse de la politique. J'entends ce que vous dites, mais c'est intéressant parce que la remarque que vous dites conforte justement l'analyse de la disparition, parce qu'en réalité vous avez parlé du mot d'incarnation. Or, s'il n'y a pas d'incarnation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence. Donc il n'y a pas eu d'incarnation, il n'y a pas d'existence. Et il y a aussi un fait générationnel. Moi je lis beaucoup les analyses de Yuval Harari parce qu'il est à la fois extrêmement percutant, il le fait en plus à la fois avec la subtilité de l'intellectuel et avec la brutalité de l'israélien. Et je trouve c'est très intéressant parce qu'en fait il dit tout simplement en 3 mots, il dit il y a des civilisations entières qui ont disparu. Et très certainement, il considère que la civilisation humaniste qui est adossée, qui crée du progrès par les valeurs humanistes peuvent disparaître. C'est toujours interpellant quand on entend dire ça ou quand je lis ces démonstrations, mais force est de constater qu'on voit bien que les générations aujourd'hui qui se reconnaissent dans la gauche ne se reconnaissent pas dans les valeurs du monde ouvrier et dans les valeurs de l'égalité. Elles sont passées de la défense de l'égalité à la défense de la communauté. Elles sont passées de la défense de l'ouvrier à celle de l'opprimé. Et de ce point de vue-là, la jeune génération qui aujourd'hui défile dans la rue, elle ne défile pas au nom du marxisme et au nom elle défile pour le climat. C'est la conscience politique planétaire d'aujourd'hui à laquelle j'ai assisté en parlant avec des jeunes, effectivement c'est le lien régulièrement durant le quinquennat. J'en posais la question, j'avais des gens autour de moi, je leur disais alors, environ tous les 7-8 mois, je leur demandais alors, Le Pen Macron, vous faites quoi? Pendant 5 ans, j'ai eu la même réponse. Qui se débrouille? Et ça les qui concerne, se débrouille. Les gens sont... Et en revanche, dès qu'il y avait une marche pour le climat, ils étaient les premiers à y aller, et évidemment sur les pancartes, il y avait Macron, tu fais rien. Donc en fait, la radicalité à laquelle on a assisté, parce que l'ADN de cette campagne électorale, ça a été la radicalité. Vous savez, il faut toujours s'intéresser à la primaire, à ce que raconte la primaire des Verts. Je l'ai compris en 2016, plus tard, quand Cécile Duflot a été dégagée au premier tour, j'ai compris plus tard que l'ADN de l'élection de 2016, c'était le dégagisme, parce qu'on a vu tout le monde partir. Là, j'ai suivi, donc, j'ai fait prêter attention, et ça a été la radicalité de Sandrine Rousseau. De ce point de vue-là, qui défend des idées portées par une partie de la génération, mais une partie de la génération qui se revendique comme radicale. Et ensuite, on a assisté à une campagne qui a été marquée au sceau de la radicalité, quels que soient les champs dans lesquels on allait. Et lorsque j'en parlais aussi pareil avec des jeunes, justement, de ce point de vue-là, concernant le rapport aux libertés individuelles, mais j'ai eu des jeunes qui m'ont dit de manière extrêmement tranquille, cash, qui m'ont dit, mais suspendre des libertés individuelles pour préserver le climat, ben alors on l'a bien fait pour sauver les vieux pour le Covid. Et vous voulez qu'on se prive et tout d'un coup qu'on n'aille pas, alors qu'il y a encore beaucoup plus de morts en perspective, vous voulez qu'on évite de suspendre des libertés, de prendre l'avion? Mais bien entendu, vous avez dans la jeune génération aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui vous disent, ben, un enfant c'est une empreinte carbone. Donc pourquoi je vais faire un enfant aujourd'hui? C'est à ça aussi qu'il faut se confronter. Et c'est à ça aussi qu'il faut être capable d'apporter des réponses, parce que les jeunes ne sont pas forcément dirigés par les jeunes, mais la problématique aujourd'hui des partis et des responsables de partis qui sont des aînés ne comprennent pas cette problématique. Et regardez ce paradoxe, et qui au fond résume toute la difficulté dans laquelle on est. Les personnes âgées en France ont voté pour un jeune président. Les jeunes ont voté pour un vieux candidat. Voilà. Donc un vrai changement de mentalité. Oui, Perla, on déplore, on va donner la parole à on va prendre vos questions. Je suis sûre qu'il y en a qui ont Cher des Perla, questions. j'avais juste une question. Oui. Excuse-moi, avant de donner la parole à Une réponse très courte comme ça. Très courte, oui. On déplorait effectivement le manque d'engagement des jeunes. Le vote, au niveau des votes, au niveau du vote. Là, on a l'impression, notamment avec NUPES, que justement, la jeunesse s'engage beaucoup plus. Il y a un renouvellement des têtes, et on l'a vu aussi notamment dans notre région. Oui, mais il faut là aussi, c'était un hologramme, comme dirait Mélenchon. Les jeunes sont très politisés. Les nouveaux médias
tels que Brut, tels que Combini, on lève des milliards chez les investisseurs. Parce que le modèle économique est extrêmement puissant, parce que la demande et la consommation d'informations par cette jeune génération, sur ces vecteurs-là, plus personne ne regarde le 20h, plus personne n'écoute la radio. J'ai travaillé encore récemment sur une grande radio généraliste. À chaque présentation des audiences, on nous faisait un tableau général où on montrait que le marché général, toutes radios confondues, des radios généralistes est en déclin parce que c'est un média générationnel. Vous avez autour de vous des jeunes qui se baladent avec une radio et un transistor et qui font comme premier réflexe en tirant dans la salle de bain d'allumer la radio. Non, ça c'est nous. C'est nous, et encore peut-être maintenant un peu moins, maintenant j'allume mon iPad le matin. Donc, vous voyez, ce sont les données d'aujourd'hui. Les jeunes considèrent, la jeune génération considère que le vote n'est plus la panacée de l'engagement citoyen, que vous avez ce qu'on appelle les grandes causes, que vous avez la défense du climat, l'engagement des fondations, et que voter ça sert à rien, parce que de toute façon, ils vous disent, regardez, on nous a promis la Convention citoyenne, le fameux sans filtre. Résultat des courses, une loi, certes, qui a existé, mais dont ils ne retrouvent pas les grandes orientations. Je ne parle pas des autres partis, qui évidemment avaient des portions congrues concernant le programme écologiste. À quoi a-t-on assisté pendant la campagne présidentielle? Un mouvement, une organisation de jeunes qui ont interpellé les candidats en disant on vous supplie de parler au moins un quart d'heure de transition et de climat pendant les débats parce que vous n'en parlez jamais. Ça a été à peine entendu. Donc bien sûr, à la fois les jeunes se sont beaucoup engagés, notamment auprès de ce mouvement contestataire, radical, qui vient dire on dégage tout le monde, mais ils sont également beaucoup abstenus. La même tranche d'âge qui s'engage énormément auprès de la NUP et celle qui s'abstient également énormément. Donc vous avez un double mouvement d'engagement pour de la radicalité ou de retrait de la vie politique. C'est un peu comme si le changement devait venir de la rue, finalement. Ben, c'est ce à quoi on a assisté pendant le quinquennat. Les gilets jaunes resteront, moi j'ai appelé ça la tifada française, ça restera le soulèvement matriciel du macronisme, parce que ça a été le télescopage entre une volonté réformatrice menée d'en haut et un mouvement puissant émanant du terrain. Merci Michael Darmon. On va prendre quelques questions pour avoir un petit échange avec la salle. Dès qu'il a fini, tu le passes. Jean-Claude Taillev. Voilà, je voudrais rebondir sur le commentaire que vous avez fait sur la dégradation des finances publiques. On en est à 115%. Je me souviens que quand j'étais étudiant il y a une quarantaine d'années, les professeurs de finances publiques disaient si on dépassait le seuil des 50%, on ne pourra pas financer notre système social et ça sera la catastrophe. Donc nous sommes à 115%. Je crois que les États-Unis sont bien plus dessus. Est-ce vraiment une catastrophe qui nous attend? Voilà. Alors, certains pensent que non. Je vais faire en quelques mots. Lorsque j'avais rencontré au sortir du premier confinement le président Macron avec quelques confrères, on le voyait pour la première fois depuis tout le confinement, et puis ça faisait environ un an que je ne l'avais pas vraiment vu. On a passé un moment assez long avec lui. Et là, il a expliqué que ce qui était maintenant très important et même formidable, c'était qu'on était dégagé des contraintes budgétaires. Et que le quoi qu'il en coûte faisait qu'on allait changer complètement la manière de faire de la politique publique. Et comme il disait, avant je réformais gratuit, sans payer. Je faisais une réforme du travail, je faisais une réforme de telle institution, mais sans payer. Maintenant, je peux mettre d'abord l'argent sur la table, et ensuite on voit comment on décline les politiques publiques. Il faut voir que le quoi qu'il en coûte, le consensus international et européen de dire on fait éclater, pour les raisons de la crise sanitaire, toutes les contraintes budgétaires, ont changé totalement le mode de fonctionnement et l'approche de faire de la politique publique dans l'esprit, en particulier, là, en l'occurrence c'était mon interlocuteur, du président de la République française. Mais ça a changé.
c'est revenu, ça y est, l'Europe, l'Allemagne commence à redire, il va falloir revenir maintenant, ça y est, dans le lit, et revenir dans le cours normal des choses, et on entend de plus en plus, quand vous entendez entre les lignes les responsables économiques et les ministres en question, ils le disent pour l'instant très doucement, mais je vous le répète, ils le disent, et on assume qu'il va falloir revenir dans les 3% progressivement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est dit. Voilà, ils ne pourront pas dire je ne l'ai pas dit, ils l'ont dit. Donc oui, il y a le sentiment qu'on ne peut pas tenir à 115% de déficit public, d'autant plus qu'on connaît toutes les dépenses et les grandes réformes et les urgences climatiques, hôpital, santé, qui sont les sujets que les Français mettent en avant dans le grand débat, dans l'élection présidentielle, encore dans le dernier sondage, mais qui sont les moins traités en priorité, paradoxalement, par les dirigeants. Et ça reste pour moi quand même une forme de mystère. C'est un mystère quand même, hein, parce que l'attente est là. Et... Charles ? Vous avez devancé un peu l'une des questions qui me préoccupait et qui concerne l'écologie au sens noble. L'écologie, incontestablement, a été le cheval de Troie de l'extrême gauche dans l'invasion, au fond, des strates politiques. Pourquoi? Alors même que les grands écologistes, et je pense aux ministres de l'Environnement, qui ont fait du travail comme Brice Lalonde, comme Corinne Lepage, qui étaient des écologistes de droite, comment et pourquoi les dirigeants politiques ont-ils laissé un champ considérable? Je vous le dis à titre personnel, je travaille sur l'environnement depuis 25 ans, et les conséquences de la pollution environnementale sur la santé. Eh bien, alors même que c'est une réalité palpable, basée, evidence-based, pourquoi nos dirigeants, et notamment les dirigeants de droite, ont-ils occulté cette problématique? Un deuxième exemple, le glyphosate, qui est un oncogène, un cancérigène. On a vu son autorisation, son renouvellement porté par de très nombreux ministres de droite, dont l'actuel ministre de l'Environnement. La quintessence de la provocation macronienne, désigner un ministre de l'Environnement qui a voté pour la réintroduction du glyphosate et des néonicotinoïdes. Bon, bref, c'est un détail. Mais ma question, qui me paraît importante, pourquoi nos dirigeants ont-ils négligé, occulté la problématique environnementale au sein de laquelle j'inclus les dérèglements climatiques, mais pas exclusivement. Pas exclusivement. Hein. Ne l'oubliez pas. L'avenir de nos sociétés, sinon de l'humanité, est discuté actuellement dans les rapports officiels des Nations Unies. La NASA a émis un rapport l'an dernier. Dans un siècle, serons-nous encore sur Terre? Donc c'est un problème fondamental, je dirais avec un peu d'humour vital, mais qui est totalement occulté par les gouvernements. Alors cet aveuglement, Michael, d'où vient-il? Pourquoi avoir laissé le terrain à l'extrême gauche? Parce que l'écologie, à mon sens, est restée prisonnière des structures politiques partisanes. Parce que l'écologie en France, je parle maintenant sur le plan de l'organisation de ce parti, étant issu d'une scission avec le Parti socialiste, il a été extrêmement difficile pour la droite de pouvoir capter le contenu du message de ce parti et de pouvoir l'extraire de manière à pouvoir en comprendre la substance, voire l'intégrer dans son logiciel et son mode de fonctionnement. Vous avez cité à raison effectivement un mouvement de l'écologie bleue, hein, de l'écologie de droite, porté par des personnalités que l'on connaît, mais ça n'a pas été suffisant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'on a vu, et ça c'est une fois de plus comme toujours, c'est la société et les Français
et les peuples qui envoient les messages, au fur et à mesure que l'écologie, en tant qu'organisation partisane, s'est rétrécie, la perception de l'environnement s'est répandue dans toute la société. Et toute famille politique confondue. Et en fait, il y a eu cette dichotomie entre l'environnement et l'écologie. Et les questions environnementales, traitées par le système politique écologiste, a trouvé un frein et un blocage. Alors vous avez maintenant dans la génération qui monte, des tentatives de débloqueurs. Le plus grand débloqueur, et à mon avis c'est celui qui peut être porteur de solutions, parce que je mets de côté toutes les personnalités que l'on connaît, les Nicolas Hulot et autres, qui ont effectivement avalé les couleuvres, comme vous l'avez dit, donc je ne reviendrai pas, mais celui qui, à mon sens, est intéressant parce qu'il pose la question aux écologistes, je dirais, patentés, qui sont braqués quand il leur parle, c'est Jean-Marc Jancovici, qui est voilà, un grand spécialiste qu'on l'on connaît, du climat, des questions d'environnement, qui est la star des jeunes, qu'il adore. C'est vraiment la référence générationnelle des jeunes, et qui est... Personne n'est parfait. Et qui est en plus partisan du nucléaire comme étant la première énergie propre. Et ça, quand vous parlez de Jancovici aux écologistes Europe Écologie Les Verts, ils s'étranglent. Il dit, ne parle pas de lui, il est manipulable, mais je m'attendais, mais tous les jeunes sont derrière lui, la génération, pourquoi vous l'écoutez pas? Et pourquoi vous n'écoutez pas? Je vous incite d'aller lire l'excellent dossier de l'Express de cette semaine sur les écologistes les plus bêtes du monde, hein, les Verts français les plus bêtes du monde, qui ont rapporté l'exemple finlandais, qui est absolument impressionnant je dirais, de lucidité et d'intelligence collective. Les Finlandais viennent d'adopter le nucléaire comme étant le paradigme de l'énergie propre. Alors bien sûr ça pose d'autres problèmes. Bien évidemment il y a la question des déchets. Bien évidemment il y a de la politique publique à mettre en place et elle n'est pas suffisamment, je dirais, encore exprimée. Mais enfin, sur le plan en France, où on a installé, avec le général de Gaulle, le nucléaire pour pouvoir avoir la souveraineté, le prix social et l'indépendance, on pourrait en plus maintenant avoir la sûreté, je veux dire, en termes de propreté climatique, mais on se heurte à ce tenant idéologique. Tout ça pour dire qu'au fond, pour répondre à votre question, la France est malade de l'idéologie et de la politique. La France est un pays qui, sur le plan de sa profonde culture politique, est toujours en avance d'une révolution, mais toujours en retard d'une réforme. C'est je dirais, la scénographie de Gavroche. On adore Gavroche, on adore les barricades, on adore d'abord la grève, d'abord l'affrontement, d'abord la révolution, mais en réalité ça règle rien. À côté de ça, on a des pays scandinaves, pas toujours très glamour, pas toujours très drôles, mais qui règlent les problèmes en discutant, et qui considèrent que la coalition, ce n'est pas un gros mot, et qu'on peut être d'accord entre personnes qui ne sont pas d'accord sur plein de sujets. Et ça, c'est une leçon que la France n'arrive pas. Le pragmatisme. Au-delà du pragmatisme, c'est l'humilité du dirigeant. On est encore en monarchie républicaine, organisée par effectivement la Constitution de la Ve République, qui, à mon sens personnel, arrive à être buté dans son efficacité et sa capacité de pouvoir, au fond, apporter des réponses contemporaines. Et ça, tous ceux qui se réfèrent en permanence au général de Gaulle, moi je leur dis toujours, mais qu'est-ce qu'a fait le général de Gaulle, dont vous êtes sans arrêt en train de vous référer à lui? Un jour, il a pris un système qu'il considérait comme obsolète et il en a fait un nouveau. Qui est capable de faire la même chose aujourd'hui? Je ne sais pas. Roger. Oui, bonsoir, Roger Borchmann. J'avais deux questions. La première, c'est, je m'interroge sur la capacité des électeurs à fonder leur vote sur des éléments, je dirais, tangibles, factuels, qui ont de la valeur. Bon, vous avez évoqué le fait que les électeurs étaient de moins en moins des lecteurs, de moins en moins des auditeurs. Mais par exemple, concrètement, si on regarde la NUPES et qu'on gratte un peu, on a vu que dès qu'il y avait effectivement quelques discussions, que ce soit sur le nucléaire, sur la lutte contre l'islamisme, en fait, la cohésion était extrêmement fragile
et qu'on a le sentiment que, en fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout à travers quelques slogans qu'il a réussi à fédérer cette improbable coopération. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, bien sûr, tous les électeurs n'ont jamais été des très grands spécialistes, n'ont jamais tous étudié les programmes à fond, mais que là, on arrive à un stade, je dirais, d'inculture politique qui est de plus en plus inquiétant. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, elle concerne Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, non pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il fasse, il a une image qui lui est collée, bon, de son passé, de banque Rothschild, etc. Et que même si pendant la crise du Covid, moi j'ai le sentiment qu'il a fait plutôt une politique de gauche, avec les mesures qu'il a prises d'accompagnement, le quoi qu'il en coûte, les mesures de chômage partiel, etc. Mais j'ai le sentiment que voilà, quelle que soit la politique qu'il mène, il aura cette image et qu'on va surfer sur cette image et que beaucoup d'électeurs vont fonder leur position plus sur leur image que sur le réel programme qu'il aura mené. Oui, ce que vous dites en fait, c'est que si j'essaie de rassembler et de trouver le fil de ces différentes réflexions et questions, vous questionnez au fond sur la place importante de l'émotion dans le processus de décision politique et de conscience politique. Ça, c'est aussi un fait contemporain, qui est lié aux évolutions médiatiques, qui est lié à beaucoup de facteurs. Mais il est vrai que la place de l'émotion, aujourd'hui, par rapport à celle de la raison, est dans une, je dirais, dans un match et une guerre, effectivement, très importante, parce qu'on voit bien que cette démarche irrationnelle qui est mise en avant. Ce qui est intéressant, c'est que souvent je me suis posé la question justement de cette place de l'émotion, et ça m'a rappelé les cours que j'avais le bonheur de suivre à une époque avec le professeur Zev Sternel à l'Université de Jérusalem, en sciences politiques, et il faisait un grand cours, une grande conférence sur l'élaboration de la culture politique du XXe siècle. Et il avait consacré un jour une conférence complète à la place de l'émotion dans la montée des régimes totalitaires. L'organisation de la foule, la manipulation de la pulsion, la capacité de pouvoir justement neutraliser le raisonnement. Et je pense que quelque part on assiste en parallèle, je dirais, on est en résonance avec ces mêmes problématiques aujourd'hui, puisqu'on voit bien que cette puissance de l'émotion dans la vie publique, dans les processus de décision et d'appréhension des phénomènes, s'accompagne de cette montée, de cette installation, de cette acceptation, même de plus en plus par des sociétés, de régimes autoritaires, de régimes non démocratiques, de personnes qui disent voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, et moi je vais vous emmener vers un bonheur dont vous ne soupçonnez pas la réalité par rapport à la raison. Ça nous ramène au problème de l'éducation, ça nous ramène à des tas de problèmes qui font que comment peut-on élever une génération qui redonne sa place à la raison. Il y a beaucoup d'intellectuels français qui se penchent sur la question. Un de mes livres qui m'accompagne tout le temps, je vais l'apporter, c'est le courage de la nuance de Jean Birnbaum, qui lui réunit des portraits de gens comme Camus, comme Germaine Tillon, comme d'autres, qui ont dit à un moment donné la radicalité de la nuance, la capacité de pouvoir rester justement et dans cette ville et dans ce centre. On est justement au cœur de cette problématique, de rester dans la voie de la modération et de la tempérance. Il y a juste une phrase en introduction que j'ai vraiment entourée 10 fois, et je la retrouve évidemment très, très difficilement, parce que c'est comme ça que ça se passe, mais elle est là, et elle dit en fait tout simplement, c'est au tout début en fait, c'est une phrase de Camus, voilà, qui cite. Et quand il dit nous étouffons, c'est Camus qui parle, nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison. Et face au brouhaha de la certitude, parce que nous sommes entourés, nous sommes dans le fracas de la certitude,
balancé par les médias, par les réseaux, par les convictions, par les gens qui ont raison, ceux qui sont les meilleurs, ceux qui sont les plus forts. Il faut à ce moment-là être capable de continuer à dire attention, raisonnons, prenons le temps. Prendre le temps. Le temps devient le grand luxe maintenant. Et je pense que ça fait partie des défis. Le problème, c'est qu'on ne vit que dans les urgences. Tout à l'heure, je ne vous ai parlé que d'urgence. Urgence financière, urgence climatique, urgence géopolitique. Et voilà qu'on doit quand même être capable de prendre aussi le temps de s'arrêter au cœur de cette vitesse. Gilles Kalstein avait écrit un livre il y a des années de ça qui s'appelait « La dictature de l'urgence ». Et il disait, au fond, c'est quand on est dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire là on est le plus protégé dans l'œil du cyclone, c'est le temps de la lenteur. Quand tout va vite, on est dans une vie, même on le sait, on vit avec les mails, on vit avec toute l'instantanéité, où tout va à la vitesse de la lumière. Il faut être capable quand même de dire, on prend du temps, voilà, parce que on prend du temps pour l'éveil de génération, on prend du temps pour lire, on prend du temps pour réfléchir. L'éloge de la lenteur de Milan Kundera. Et l'éloge de la lenteur de Milan Kundera aussi. Voilà, j'ai tenté de répondre. On dit que la perception du temps dans une civilisation va à la vitesse des transports. Alors on est mal barré. Oui, effectivement. Une dernière question. Oui, bonsoir. Et je vais écouter la question de monsieur. Je ne vous oublie pas, je vous promets, sur pourquoi Macron le pauvre est-il toujours, quoi qu'il fasse, vilipendé. Le pauvre entre guillemets. Oui, dernière question rapide, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Youssef Ourizadeh, président de la communauté juive libérale de Montpellier. Merci beaucoup à CRIF, Institut Maïmonide, Radio Aviva d'avoir organisé donc cette conférence. C'est rapide et j'ai une question à vous poser et puis une réflexion à vous faire concernant votre face-à-face avec Macron qui vous a dit à la fin il restera que Le Pen et nous. Ça me rappelle exactement même parole de Mélenchon. À un moment donné, il a dit exactement pareil, à la fin il restera eux et nous. Alors, juste ma question concerne justement le mouvement extrême droite en France. On se rappelle à l'époque de Mitterrand que, effectivement, c'est Mitterrand plus ou moins qui a permis à Le Pen d'émerger. Alors, est-ce que dans l'ADN de la France, la population française, est-ce qu'il y a cette pensée de l'extrême droite et puis la radicalité et le totalitarisme en fait, hein, ou bien c'est un épouvantail, à chaque élection on renouvelle en disant attention si vous votez un peu à droite, il va avoir le chaos ou le totalitarisme qui va régner et puis on sait où ça mène, etc. Est-ce que c'est vraiment un épouvantail ou bien dans l'ADN française ça existe cette... Oui, merci. Merci. Oui, merci. En quelques mots, il y a eu en 2016 une étude publiée par l'Institut Montaigne qui disait que 46% des Français interrogés étaient pour un régime autoritaire. Considérait qu'il fallait être dirigé par, il pouvait diriger par un général, un militaire. Voilà, on est dans la mythologie de l'homme providentiel tel que on l'a pu le connaître avec De Gaulle à l'époque, avec le général Boulanger. Voilà, on est dans cette logique française où quand ça va très très mal, alors l'armée reste le lieu final. À côté de cela, on a vu quand même beaucoup de mouvements en France qui considèrent quand même, lorsqu'il faut s'opposer et résister aux valeurs fondamentales, répondre présent. Je crois qu'on ne peut pas considérer que l'extrême droite fait partie de l'ADN de la société française. Il y a effectivement des ferments populistes qui sont portés par une colère très, très importante et qui considèrent que les gouvernants ne répondent pas à leurs questions.
en particulier sur les valeurs, en particulier sur l'identité, en particulier sur le rapport à l'islamisme, le rapport à l'islam, le rapport à l'immigration, le rapport à toutes ces questions qui disent, au fond, qui sommes-nous encore aujourd'hui? Et que là, il y a eu un déficit de discours très net depuis très longtemps, depuis même, voilà, je dirais, le moment où l'immigration a commencé. Et ça, ce sera le défi à venir pour l'avenir. Je voudrais juste quand même répondre d'une phrase par rapport, en tout cas, à une petite réflexion concernant la question que vous avez posée sur Emmanuel Macron. Je me fonderai sur l'analyse qu'avait faite Dominique Schnapper, la sociologue, qui était très intéressante, qui considérait que Emmanuel Macron était celui qui incarnait une forme de haine démocratique inédite en France, parce que c'était lui qui cristallisait le plus la frustration à l'égard de toutes les promesses d'ascenseur social non tenues. La conséquence de la promesse de 80% d'une génération au bac a fait qu'on a élevé aussi 80% d'une génération en leur faisant croire qu'ils seront tous après des études supérieures et tous cadres supérieurs et peut-être tous dans la communication et les grandes professions. On a considéré en corollaire que celui qui ferait un métier manuel serait dévalorisé. Et je pense qu'au fur et à mesure que, bien sûr, on a vu que tout le monde ne pouvait pas arriver à cela, eh bien, il y a eu une frustration à l'égard de cette grande promesse. Et je pense qu'il le veuille ou non, il n'a pas souhaité, mais parce qu'il est comme ça, Emmanuel Macron est arrivé et descendu, je dirais, de sa planète. Il a tout vu avant tout le monde en 2017, il a récupéré effectivement cette déliquescence des partis de gouvernement pour en faire son levier de conquête. Et les gens n'ont pas compris que cette personne qui semblait réussir à toutes les épreuves, ne jamais avoir été au fond traversé par des épreuves, qui arrivaient sans difficulté, qui étaient virtuoses, qui étaient jeunes, beaux, fort en thème. Vous savez, il y en a des gens, moi je me rappelle très longtemps, j'avais été devant des personnes comme Alain Juppé, à chaque fois qu'il parlait, il vous rappelait qu'on a raté un examen. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est beaucoup moins intelligent dès qu'il nous parle. Et quelque part, Emmanuel Macron, il a un peu donné ce sentiment aussi, parce qu'il est tellement pressé, tellement convaincu d'avoir raison, tellement sûr de son diagnostic, c'est-à-dire les 30 glorieuses françaises ont reconstruit la France et maintenant l'enferment. C'est ça le diagnostic de Macron. Il gagne sur ça en 2017. Et comme il sait qu'il n'a pas le temps, il sait que ça va être difficile, alors il va vite. Il va vite parce qu'il pense que les Français vont le suivre. Et c'est là où il se heurte à la société française. Voilà. Il va vite sans faire de pédagogie. Donc, et c'est pour ça que le deuxième livre que j'ai écrit sur lui, c'est La politique est un métier. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il a découvert qu'effectivement, c'est pour ça qu'il a fait le grand débat, il a tourné les maires de France. Il est allé les voir en leur disant « Expliquez-moi comment ça marche ». Merci, Michael Darmon. Je voudrais laisser la parole, le mot de la fin, à Michael Biancou. Merci, Perla. Effectivement, il est temps de conclure. Ça a été un plaisir, un honneur de vous avoir, cher Michael. On a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que vous avez fait paraître aux éditions L'Archipel, il y a 4 ans, Macron ou la démocratie de fer. On vous doit de nombreux ouvrages, notamment Sarkostar aux éditions du Seuil en 2004, et vous avez coécrit avec Yves Deray 3 ouvrages. Et il me plaît de citer Yves Deray qui m'avait demandé il y a une trentaine d'années d'être le correspondant de Tribune Juive à Montpellier. Donc voilà, je pense et j'espère qu'il verra cette émission puisqu'elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube. On vous remercie pour être venu à Montpellier. J'aimerais effectivement aussi signaler effectivement le cabinet de Carole Delga qui s'est excusé concernant cette soirée. Vous dire également avoir une pensée pour 3 personnes qui nous ont quittés récemment, 2 conférenciers maïmonidiens, l'éminent savant Georges Weil, Karl Leich-Galland, qui devait intervenir au mois de décembre dernier pour une conférence historique, musicale et musicologique, et l'un de mes meilleurs amis qui vient de nous quitter il y a quelques jours, Guy Cohen. Vous donnez rendez-vous lundi prochain pour la dernière conférence de l'année. On poursuit une cadence effrénée, monsieur Guy, de 2 conférences par mois. Et donc là, on va recevoir Georges Bensoussan lundi,
qui est un éminent historien de la Shoah en France, qui présentera son dernier ouvrage. Salpêtrarque, on retrouvera notre écrin favori, qui est la salle médiévale voûtée du 15e. Michael a cité Jean Birnbaum. Nous recevrons, c'est une info, à la rentrée prochaine, son père, Pierre Birnbaum, qui reviendra présenter là aussi son dernier livre. Et on est en train de vous concocter avec toute l'équipe maïmonidienne une fort belle programmation. J'aimerais remercier chaleureusement Père Ladanan, qui est président du CRIF et régional, président de Radio Aviva, le CRIF, Radio Aviva pour leur collaboration, les nombreux médias qui ont annoncé l'événement, et remercier à nouveau Michael Darmon pour son beau parcours, pour sa belle carrière et pour être venu à Montpellier ce soir. Merci. Merci.